Messieurs, dames, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui pour cette nouvelle conférence intitulée Géopoétique de la Caraïbe, l'identité francophone aux Antilles, avec notre cher invité, Monsieur Daniel Maximin. Merci beaucoup à vous d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. C'est un honneur. Monsieur Daniel Maximin, vous êtes romancier, poète et essayiste, pour ne citer que quelques-unes des cordes que vous avez à votre arc. Vous êtes d'origine guadeloupéenne et vous avez passé votre enfance en Caraïbes, mais au bout d'une dizaine d'années, vous avez rejoint la métropole et vous avez plus tard étudié les lettres et les sciences humaines en France. Donc cet entretien va être l'occasion de présenter votre travail d'écrivain et de poète avec votre regard d'auteur guadeloupéen. Et nous ferons également un lien avec le Printemps des poètes qui va commencer dans quelques semaines et qui a pour thème national le volcan. Voilà, donc pour vous introduire, vous nous avez proposé une lecture de poèmes. Donc si ça vous va, on vous écoute. Bonsoir à toutes et à tous. C'est pas l'honneur, c'est un plaisir d'être là, dans une bibliothèque, des hauts lieux de la culture, toujours. C'est un vrai plaisir d'être présent dans ce cadre et de venir échanger. Alors pour commencer, comme présentation, pour moi, quoi de mieux que le poème lui-même qui dit toujours plus. C'est la parole essentielle, dit Aimé Césaire. Et donc cette parole essentielle m'accompagne depuis tout petit, en fait. C'était l'envie. J'avais en face de moi, à Saint-Claude, en Guadeloupe, le volcan de la Soufrière. Donc tous les matins, on se levait, on la voit, elle est là. Parce qu'à bout, j'avais des nuages. Il y a peut-être une éruption, on ne sait jamais. Et donc, elle est là. Donc, je suis vraiment un enfant. C'est ma deuxième mère, la Soufrière. Et j'ai toujours eu envie de l'écouter et de lui parler. Le seul langage qu'on peut employer dans ce cas-là, c'est la poésie. Et donc, mon premier poème, c'était la Soufrière qui disait quelque chose et que j'avais écouté. Et donc, ce goût de la poésie, il est permanent, que ce soit dans les romans, dans les essais, dans l'écriture en général. Donc, comme il s'agissait de... J'ai un petit problème de gorge, je ne sais pas. Il s'agissait de présenter notre archipel, parce que je dis souvent, nous ne sommes pas des insulaires, mais nous sommes de l'archipel, parce que dans notre Caraïbe, qui a une cinquantaine d'îles, du haut jusqu'en bas, l'arc Caraïbe, de chaque île, on en voit une autre ou plusieurs autres. Ça change tout. Vous imaginez une oasis dans le désert, elle est seule. Et on prend le risque, quand on la quitte, d'aller vers une autre. L'île, elle est solitaire. Elle est dangereusement entourée de mer, c'est-à-dire de possibilités de noyade ou de solitude. Mais dans notre cas, on voit une autre île de toutes les îles. Ça change tout. Par exemple, on peut aller, si on est en danger dans son île, se réfugier dans une autre. Pendant la dernière guerre mondiale, les Antilles étaient occupées par les forces fascistes pétainistes. Guadeloupe, Martinique, Guyane, on était un îlot pétainiste et pro-nazi en Amérique.
eh bien, des gens des Antilles sont partis pour se battre pour la liberté. Mais comment faire dans une île? Eh bien, c'est simple, on prend un canot et on va dans l'île d'à côté. L'île d'à côté, par exemple, les îles anglaises. Anglaises, les Alliés. Qu'est-ce qu'il y avait sur la plage qu'on arrive avec le canot? Il y avait la France libre qui attendait. Vous voyez, en pleine Amérique. Et il y a eu plus de 5000 Antillais qui sont partis comme ça la nuit en canot, alors que l'île était occupée par la marine pétainiste française. Et donc on tirait sur les canots parce que c'était interdit. Il y avait donc c'était forcément des gens qui allaient s'engager pour la liberté. Donc on tirait dessus sans sommation. Donc c'était dangereux. Mais il y avait une île d'à côté, la Dominique. Il y avait Sainte-Lucie, îles anglaises. Et donc vous voyez comment cette idée de conscience d'archipel est énorme. Parce que même du temps de l'esclavage, ça se faisait aussi. On pouvait, un peu comme des boat people qui fuient vers la liberté, vers l'espérance, en quittant la clôture de l'île. Et c'est pour ça que, pour répondre à la question qui n'est pas posée encore sur la Caraïbe, les Antilles, la Guadeloupe, on a plusieurs noms. Par exemple, je suis antillais, je suis guadeloupéen. Antillais, ça veut dire Guadeloupe plus Martinique. Parce qu'on a un destin commun. Et par exemple, ici, on ne sait pas si je suis guadeloupéen ou martiniquais dans la rue. On voit bien que ça ressemble, ça c'est sûrement un antillais. Vous voyez? Déjà, pour parler de l'identité, on ne sait pas. Et donc, du coup, on additionne. Et puis, caribéen, on rajoute les voisins. Anglophones, hispanophones, créolophones et francophones. Parce que dans nos petites îles, nous avons toutes les grandes langues du monde, de la Caraïbe. On en parlera tout à l'heure, peut-être. Et donc, pour présenter ce que nous sommes, j'ai écrit ce poème qui s'appelle Vigie Caraïbe. Pour édifier un nouveau monde aux cargaisons humaines échouées des continents, tous les désespoirs antérieurs ont requis d'inventer un destin d'insulaire, improvisé, sans secours ni de l'espace, ni du temps. Les Antilles, gouttes de désert jetées à l'eau, germées hors sol entre nos mers et l'océan, chairs à nu, tramées à neuf sous les races masquées, avec l'exil et le naufrage au départ des Genèses. La mer comme une fatalité au bout de chaque sentier. Oui, malgré la mémoire de noyage et brûlure, l'archipel Caraïbe, toujours fidèle à la soif et au feu. Chaque île parle la langue puissante des éléments, tressage de sources, de sève, de lave et de larmes. Chaque île délivre au tambour le secret des lucioles pour marauder les nuits, tissage de rythme, de révolte, de dissidence, de musique, de beauté insoumise, d'injures et de diamants. Nous ramassons les injures pour en faire des diamants. Et cependant, partout aussi, partout ici, les résidents semblent de passage. La foule désertée, la servitude splendide, le fatalisme fatal, les raisons d'être asservies aux avoirs, le paysage plus essentiel que le pays, terreau d'excès d'abus, de révolte fauchée,
de récoltes non semées, de persiennes trop étroites, de mépris généreux. Terre saturée de prophètes aveuglants, de recolleurs de chaînes, de déguisés en dominés, d'humains très relatifs préposés à filtrer nos couleurs avec leurs masques d'occasion. Mais cependant, ici, malgré tout, malgré tous, malgré tous les malgrés, tout le passé s'est démortalisé sans refleurir l'enfer de paradis raté. L'oriflamme liberté, à l'ombre du soleil, a ouvert un espace au destin confiné. Chaque île a traduit en nos chairs la langue puissante des éléments. Chaque île a édifié un peuple et livré son avenir au tambour et lucioles pour marronner les nuits. Esclaves en surface, nous avons gagné la profondeur, la cale et les grands fonds où s'ancrent les envols. Et nos îles émergent en filles Caraïbes, la chair vive battant fière sous la dentelle des cœurs et l'arc-en-ciel des peaux, à l'ombre rouge des arbres flamboyants. Sorcières et sourciers, sans source, sans magie, sans carte, sans boussole, nous avons enraciné l'illégale plantation de nos corps légitimes en flèches de canne dressées contre les balles de coton, en roseaux déchaînés contre le bal trop bien fait pour l'abolition du désespoir. Nous avons recouvert l'Amérique, déshabillé les conquérants, domestiqué le déracinement, gardé le rythme même sans les tambours, sauvé l'amour même sans le partager. Nous avons même, sans rancœur, accepté de paraître acceptés. Nous avons invité la révolte sans le ressentiment, la puissance sans les papiers, la résistance sans chier, la patience volcanique plus forte que l'espérance. Et par nature, sans bête sauvage, inutile aux oppresseurs, assez cruels pour les suppléer toutes, nous élevons en liberté l'oiseau colibri pour édifier au monde son nid fragile et sûr, les Antilles, en collier de grains d'or au cou de l'Amérique. Île nue, advenue, bienvenue, île battue, île combattue, île belle, île bâtie, pieds nus, mains nues, de la chaîne à la danse et du silence au chant. Merci beaucoup. Alors, on va se pencher un petit peu de manière plus ou moins chronologique maintenant sur votre vie et commencer par faire un pont avec votre ouvrage intitulé « Tu sais l'enfance », qui est un récit autobiographique, et ce récit a obtenu le prix de l'Académie française Maurice Genevoix en 2004. Donc on va donc revenir sur cette dizaine d'années pendant laquelle vous étiez petit garçon et vous avez grandi sur l'île Papillon, comme on la surnomme. Quels souvenirs gardez-vous de cette période et en quoi a-t-elle influencé peut-être déjà votre parcours, votre envie d'écrire ? Comme je le disais tout à l'heure, de tout temps, puisqu'il faut faire parler ceux qui n'ont pas la langue, la nôtre, les arbres, le volcan, le vent, la musique, et donc le soleil. Qu'est-ce qu'il nous dit quand il vient sur l'épaule? La pleine lune. Le monde a tellement de choses à nous dire que nous n'écoutons pas, sous prétexte qu'il ne parle pas notre langue. J'avais lu ça très tôt dans un poème de Jules Supervielle qui s'appelait « La demeure entourée » et qui a marqué
toute ma création. Parce que dans ce poème, ce sont les éléments qui parlaient. Le feuillage des bois entoure ma maison. Notre monde feuillu, notre monde branchu. Que peut-il dans la chambre où siège ce lit blanc? Près de ce chandelier, il brûle par le haut, et devant cette fleur qui trempe dans un verre. Il ne nous a pas vus. Il cherche au fond de lui des arbres différents qui comprennent sa langue. Vous voyez, c'est l'arbre qui parle et qui regarde le poète en train d'écrire son arbre. Et un vers un des vers qui est un des plus importants dans toute ma vie, parce que la rivière dit: je ne veux rien savoir, j'ignore les hommes, je coule pour moi seul, et baigne devant sans crainte de m'attarder. Tant pis pour ces gens-là qui s'en vont sur leurs jambes, ils partent, et toujours reviennent sur leurs pas. La lumière, elle n'aime pas ça. Donc, et deux derniers vers, c'est ceux-là que je retiens. Mais l'étoile se dit: je tremble au bout d'un fil, si nul ne pense à moi, je cesse d'exister. Mais l'étoile se dit: je tremble au bout d'un fil, si nul ne pense à moi, je cherche d'exister. Toute ma poétique s'explique par ça. La présence du monde, de la nature, soi-disant silencieuse et incompréhensible, et qui n'arrête pas de dialoguer et d'échanger avec nous. Et c'est comme ça que, très tôt dans cette Guadeloupe, près du volcan, la Soufrière, où je suis né, je n'ai jamais cessé d'écouter. Et comme je disais tout à l'heure, mon premier poème, c'était cette soufrière muette, soi-disant, qui parlait et qui me regardait, qui me disait quelque chose que je devais traduire. Parce qu'on doit traduire. Et c'est ça la poésie. C'est une traduction de ce que Césaire appelle, dans un vers célèbre, « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche ». Et moi j'ai dit des malheurs et des bonheurs qui n'ont point de bouche, et c'est le vœu du poète. C'est pour ça qu'on écrit, pour dire, pour transmettre, pour dialoguer, et pour faire entendre les silencieux. Voilà, donc toute l'enfance est là, et dans ce récit qui vient de ressortir donc un poste qui s'appelle « Tu », c'est l'enfance, parce que « tu », c'est l'enfant, et « je », c'est le grand, l'adulte qui écrit en 2000 ce récit, mais qui ne veut surtout pas écraser l'enfant et son expérience derrière le regard adulte. Vous voyez, c'est difficile. On est là, on est adulte, et puis on regarde le petit enfant et on raconte ce qu'il était. C'est difficile parce que l'enfant, c'est l'âge de l'innocence et l'âge des premières fois. Comment raconter une première fois alors qu'on l'a fait ensuite 50 fois? On triche? Non. On parle à l'enfant qui est en soi. Et une des choses que je crois aussi profondément, c'est que nous avons tous en nous la vertu d'enfance. Non pas l'enfant tel quel, pour rester enfant, bébé, ne pas grandir. Mais être adulte, ça n'est pas tuer l'enfant en soi, mais c'est le prendre et lui donner sa présence dans le monde, dans l'adulte qu'on est devenu. Et donc, ce récit d'enfance, eh bien, il essaie de faire parler l'enfant dans les sensations premières qu'il avait eues. Et une sensation première ne revient jamais une deuxième fois. Et c'est pour ça que le récit commence par le jour où je suis monté pour la première fois à la Soufrière. Parce qu'il faut quand même un peu assez grand à voir.
6 ans, 7 ans, pour accompagner les parents dans l'excursion où on grimpe sur le volcan. Mais depuis tout petit, sur le balcon, je la voyais et dit, un jour je vais aller, parce que c'est le feu. Et donc, je suis un enfant feu, c'est mon élément, et je voulais aller la rejoindre. Mais c'est pas possible trop petit. Et donc, un beau jour, on a été assez grands, les 2 grands, comme on dit, nous sommes 7 enfants. Et il y a les 2 premiers, mon frère aîné et moi, on a eu droit à monter. Alors c'était un jour de grande déception, parce que en montant à 4 heures du matin, il fait nuit. Vous aviez quel âge 6 heures. Il fait nuit, il fait froid, c'est mouillé, c'est humide, alors que moi, je vais aller vers le feu. Et c'était pas ça du tout. Dans les herbes, elles nous touchent, elles nous mettent de la rosée, de l'eau, et puis plus ça monte, plus l'enfant commence à trembler de froid. Il dit, c'est ça la souffrir. Puis, où est le feu? C'était d'abord une déception, comme première chose. Et j'étais un peu malade, le mal des montagnes. J'étais encore un peu trop petit en fait. Et donc, on m'a couché, on m'a donné une goutte de rhum. Mon premier rhum, c'était donc la souffrir. Et puis, au réveil le matin, je raconte ça parce que toute mon existence tourne autour de ça. Ma mère m'a pris et m'a amené dans le bassin d'eau, la source du Galion. C'était là le but de l'excursion. Donc on logeait à côté en fait. Et puis, elle m'a pris et m'a fait entrer avec elle dans le bassin et l'eau était chaude. C'est extraordinaire. Jusqu'à maintenant, c'est ma première sensation de chaleur et d'eau chaude. Et je ne m'y attends pas, parce que l'eau c'est froid. Il n'y avait pas d'eau chaude dans la maison dans notre enfance. C'était pas la peine, dans le pays tropical et tout. On chauffait pour faire la cuisine. Donc j'avais jamais pris de bain d'eau chaude. C'est la première fois de ma vie. Et c'était dans cette bonne eau soufrée, extraordinaire, et c'est ma mère qui m'a plongé dans l'eau de feu. Le feu était dans l'eau. Vous voyez? Cette impression, elle est pour la vie. D'ailleurs, petite confidence, quand je me douche, je mets toujours l'eau chaude d'abord et ensuite je la refroidis pour que ça soit que ça ne bouille pas trop. Mais je sais d'où ça vient. Ça vient de ça. La chaleur, le feu. J'avais retrouvé mon volcan à qui je parlais de feu et qui m'a accueilli avec de l'eau, avec le froid, avec le millet, avec la boue, vous voyez, tout ce qu'on peut imaginer dans une excursion à la montagne. Voilà. Et donc, le livre raconte le feu, la terre, l'eau et l'air. Parce que je ne voulais pas raconter ma vie. Vous voyez, je suis romancier et en plus aussi avec un style de poésie. Je ne trouve pas intéressant d'aller raconter ma vie. Ou alors des événements comme celui-là qui ont une force symbolique, une force poétique et une force de création telle que, qu'on m'a demandé de raconter mon enfance, j'ai cherché comment les 4 éléments, terre, eau, feu et air, m'avaient constitué. J'ai été fabriqué par le feu du volcan. J'ai été fabriqué par l'air des cyclones. J'ai été fabriqué par
par la terre qui tremble dans un séisme et qui a failli nous engloutir, enfants. Et j'ai été fabriqué par, qu'est-ce qui reste? L'eau, oui, une noyade, parce que je n'aime pas l'eau. Et je le dis dans le deuxième chapitre, parce que j'étais myope de naissance. Et pour se baigner, il faut enlever les lunettes. Donc je voyais rien. Et pareil, je raconte, une des premières fois, excursion avec les enfants de la classe, on nous amène à la mer, et puis je vais, voilà, je rentre dans l'eau comme les autres, sauf que, à un moment, je perds pied. C'est la pire angoisse pour moi. Mais jusqu'à maintenant, c'est pour ça que passé et présent, enfance et monde adulte, sont complètement reliés. Sauf que, comme j'étais myope, je ne voyais pas, au moment où j'ai perdu pied, eh bien, on retourne vite vers l'endroit où on se retourne et puis on... Mais je ne savais pas si la plage était là ou si elle était là. Donc, c'est une de mes plus grandes angoisses jusqu'à maintenant. Parce que, est-ce que je vais nager vers encore plus de perte de pied? Ou est-ce que je vais retourner pour être sauf? Et ça, c'est une chose où on dit, voilà, la nature, l'eau est là, elle nous tient, elle nous aime, elle nous tue, elle nous fait vivre, et ça se joue à parfois quelques centimètres. Et ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai entendu des petites filles qui chantaient, c'est-à-dire sur la plage, les élèves. Et donc, c'est là. Donc vous voyez, la culture, la musique, les autres m'ont sauvé, m'ont empêché d'aller vers le large et donc la mort possible, même si il y aurait eu quelqu'un qui serait venu me chercher. Mais voilà une chose forte dans le lien avec la nature. Eh bien, tout ça, c'est les Antilles. Pareil pour le séisme, le tremblement de terre. Quand on dit les Antilles, vous tous, vous pensez, c'est beau, c'est bien, c'est un peu lié, paradisiaque. Sauf que ce paradis devient un enfer 4 fois, 4 occasions pour le feu. Éruption volcanique, j'en ai connu 2 dans ma vie, dont une enfant. L'eau, la noyade, le raz-de-marée, qui vient détruire les villes et faire en sorte que l'île disparaisse. C'est ça que fait l'océan Atlantique. Il se bagarre contre ces îles qui ont surgi et qui viennent prendre la place de la terre. Les falaises qui battent la côte des Antilles, c'est ça. Et aujourd'hui, on parle même pour certaines îles de leur possible disparition avec la montée du niveau des mers. Voyez? Et en même temps, c'est la jolie plage, c'est quelque chose d'agréable. Voyez? Nous savons ça. Et pour l'air, c'est les musiques, c'est la brise. Et puis, un jour, le cyclone annoncé. Vous avez vu Mayotte l'autre jour. Mais nous, on connaît ça. Toutes nos grandes capitales de la Caraïbe ont été détruites par cyclone ou raz-de-marée. Le dernier en date, grave, c'était Haïti, qui a été, Port-au-Prince, rasé avec 200 000 morts en 20 secondes. C'est-à-dire, c'est la pire des choses. Et ça, je raconte ça dans la partie de la Terre, parce que quand il y a le cyclone, on s'enferme, on barricade. Quand il y a le raz-de-marée, et bien on grimpe plus haut pour échapper à la mer. Mais quand il y a le séisme, il n'y a nulle part où aller. Et donc, c'est la pire des sensations, parce qu'on pense qu'on va tomber dans le centre de la Terre qui nous attire. Et en même temps, c'est une terre fertile, belle. Et donc, ce que je suis, l'expérience de l'enfant que j'étais, puisque j'étais ouvert à entendre tout ce que la nature pouvait nous dire,
en bien ou en mal, en bonheur ou en malheur, en oasis ou en désert, eh bien, ça nourrit toute mon existence. Ça va donner toutes les images possibles et imaginables pour pouvoir traduire en poésie les sensations et les sentiments. Voilà. J'ai envie de revenir sur un passage que j'ai trouvé particulièrement émouvant dans votre roman, votre récit autobiographique. C'est toujours dans la partie du feu du volcan. C'est quand vous êtes enfant, vous arrivez enfin au sommet de la soufrière, et là vous vouliez jeter votre ourson en peluche. Et maintenant que vous avez ce regard d'adulte, est-ce que vous pensez que c'était plutôt un geste d'offrande plus grand et plus puissant que vous, ou est-ce que c'était un geste d'émancipation, dire au revoir à votre enfance par ce geste de jeter l'ourson en peluche? C'était possible à dire. Un peu des deux. Sûrement, mais c'est surtout pour que le lecteur ait sa propre vision de ça. Bon bah ça a marché sur moi déjà. Parce que, voilà, l'enfant avait pris son petit ourson et à un endroit qui s'appelle les Trois Chaudières, c'est-à-dire un cratère, et on ne voit pas le fond. Donc les gens s'amusent à jeter une pierre, et puis on entend jusqu'au le plus loin possible, et puis après c'est le centre de la Terre. Parce que les volcans, ils se communiquent entre eux. Ce feu, il est là. Et donc, c'était un cadeau, peut-être, mais rien n'est défini parce que l'enfant ne sait pas tout de ce qu'il fait. Mais en effet, c'est quelque chose de fort et qui touche beaucoup, de savoir pourquoi tu as fait ça. Tu as apporté un cadeau à ton volcan où tu as été pour la première fois. Quel cadeau on peut faire à un volcan? C'est une bonne question pour nous. Si vous montez à la soufrière, je vais lui porter quelque chose parce que c'est une nourricière, une mère, c'est l'auteur de l'île. C'est comment la géologie et la géographie sont tellement conscientes chez nous, mais surtout chez l'enfant. Parce que quand il y a eu l'éruption, en 1900, la première, on était tout petit. Les parents sont des gens sérieux. Les adultes ont dit, bon, est-ce qu'on va partir? Est-ce que ça va être grave? Il y avait des sangs, des choses comme ça. On voyait des gens partir avec des voitures. Et nous, on était à l'époque de 4-5 enfants, et pas encore les 7. Et je vois ma mère et mon père en train de supputer. Est-ce qu'on reste? Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, comme dans des incendies, est-ce qu'on va... On suppute. Mais l'enfant, il est fasciné, lui, par ça. Il dit, ah, voilà le feu de la soufrière qui est là. Et la soufrière n'est pas une ennemie. Parce que, et l'enfant sait ça, c'est grâce à elle qu'il y a l'île. Tout l'art caraïbe dont nous parlons a été fabriqué par la tectonique des plaques qui a fait surgir, comme ça, des morceaux de terre depuis le fond, au milieu de l'océan, entre les continents, c'est-à-dire l'Europe, l'Afrique, les deux Amériques, et puis une ligne qui les relie et qui est l'arc caraïbe, qui est donc le plus dangereux, puisque c'est là que les forces se joignent, d'où les séismes, d'où les volcans. Et s'il n'y avait pas eu les volcans, il n'y aurait pas eu d'île. Ça serait la mer, ça serait l'océan Atlantique, d'un bout à l'autre, entre l'Europe et l'Amérique. Alors vous voyez le sens que ça a aussi dans une poétique ou dans une réalité géographique et géologique qu'on apprend après, qu'on grandit. On apprend ça à la tectonique. Mais ce que l'enfant sait, c'est que cette île qui est là et qui fait que l'île monte jusqu'à 1484 mètres sans être dans l'eau, c'est grâce au volcan qu'il a
surgit, qui a donné la montagne Pelée, qui a donné en Martinique, qui a donné la Guadeloupe, la Soufrière et tous les volcans de l'arc caraïbe. Oui, alors avant d'arriver en métropole, dernière question quand même relative à la Caraïbe. Ma question c'était est-ce que vous parlez créole? Parce que sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu que vous avez déjà publié d'ouvrages en langue créole. Et pourquoi? Non, parce que nous sommes bilingues. Et donc, créole et français. Et une des langues depuis l'enfance, c'est le français. La langue d'écriture, la langue de l'école, de mon temps. On s'est battu pour qu'on mette le créole à l'école, qu'il ait sa dignité aussi. Et ça a été postérieur. Et en plus, on voit ça dans beaucoup de romans antillais, souvent les parents empêchaient les enfants de parler le créole pour qu'ils soient meilleurs à l'école en français. Et donc le créole était déconsidéré parfois. Quelqu'un raconte ça, vous connaissez Marie Scondé, dont on a beaucoup parlé depuis son décès, et qui raconte dans son autobiographie comment on pouvait avoir une gifle si on disait à table un mot en créole au nom de l'émancipation. Puisque comme on avait été blessé, infériorisé, le but pour l'émancipation, pour les parents, c'était tu iras à l'école et tu réussiras. Et comme ça, tu vas participer au combat pour la dignité et l'égalité. C'est ça le fond. Et pour ça, il y a des choix qui avaient été faits. Et un des choix aux Antilles, c'était l'émancipation par l'école. On voit ça dans un très beau roman, puisqu'on parle de Caraïbes, on parle des autres livres que des miens, un grand classique qui s'appelle La Rue Cazenègre, de Joseph Zoubel, qui a un très beau film de Zane Palsy, qui s'appelle Rue Cazenègre. Eh bien, il y a la pauvre grand-mère qui élève l'enfant, parce que la mère n'est plus là, et elle veut qu'il réussisse, et elle l'empêche de venir l'aider à couper la canne. Donc elle se tue au travail, mais elle lui dit, toi, tu dis tes livres, tu fais tes problèmes, tu fais tes devoirs, parce qu'il faut que tu nous sortes de là par l'émancipation. Et lui, il a honte. La pauvre grand-mère est là à se crever dans les champs, elle ne veut pas qu'il fasse comme les autres petits, là, aider les parents. Voilà, ça c'est une histoire des Antilles qui explique beaucoup de choses. Et aussi, contrairement à ce que certains peuvent croire, le français n'est pas la langue du maître, n'est pas la langue de l'oppression. Le fouet était donné en créole. Les maîtres colons parlent le créole autant et mieux que leurs esclaves, puisque la langue créole a été fabriquée ensemble. C'est une invention locale. C'est très important, parce qu'on peut penser, comment se fait-il que la langue de liberté, vous ne la parliez pas et vous ne la revendiquiez pas. Ce n'était pas la langue de liberté, le créole. C'était la langue de la plantation. C'était la langue commune. Aujourd'hui encore, vous verrez par exemple des vieilles familles blanches d'origine, béquées, comme on dit. Vous pouvez avoir une vieille grand-mère qui ne parle que le créole parce qu'elle n'a pas été à l'école. Ce n'était pas nécessaire, c'était les colons, ça existe partout. Et donc, on disait des grammairiens et des linguistes, s'ils veulent étudier le créole dans sa pureté, il ferait mieux d'écouter une vieille grand-mère blanche colon plutôt qu'un Antillais qui a été à l'école, qui est éduqué et tout cela. Alors ça vous explique
que jusqu'à aujourd'hui, on a le bilinguisme, deux langues, une langue qui était celle de la plantation, mais qui était aussi celle de la révolte, quand on partait en s'enfuyant pour aller dans les bois et faire ce qu'on appelle le marronnage, c'était évidemment dans la langue créole. Les chants, les musiques que nous avons créées pour la liberté, pour exprimer ce que nous sommes, y compris pendant l'esclavage, c'était de la langue créole. Donc, c'est une langue de dignité, même si elle était méprisée. Le français aussi. Dans mon premier roman, L'Isolé Soleil, où je raconte un peu l'histoire de la Guadeloupe et de l'émancipation, les jeunes esclaves qui se trouvaient dans la maison, c'est-à-dire une jeune fille pour éduquer les enfants du maître, une cuisinière pour faire la cuisine, une couturière, et puis des musiciens, un violoniste pour jouer pour le maître, qui est fier d'avoir un très bon violoniste. Vous voyez, la culture a été donnée aux esclaves pour la transmission. C'est très important de comprendre ça. De la même manière que on peut en français exprimer la dignité et la révolte, de la même manière, on peut l'exprimer avec un violon et un piano qui ont été apportés par les maîtres dans la plantation. Vous voyez? C'est à peu près capital pour comprendre notre dimension multiple, pluridisciplinaire. Nous n'avons pas et on parle de francophonie. Vous savez que tous les francophones sur la Terre parlent deux langues au moins, sauf certains en France. Parce que la violence de l'éradication des langues régionales a été forte et a presque marché jusqu'à ces dernières décennies où il fallait éradiquer, toujours pour la bonne cause. L'abbé Grégoire, ce grand émancipateur, pour les religions, pour l'école. Il y a une seule chose qu'il a refusée, c'était il faut une seule langue si nous voulons faire l'unité de ces peuples qu'on appelle la France, et qui s'appelait des Bretons, des Corses, des Alsaciens, des Occitans, qui jusqu'à la Première Guerre mondiale parlaient encore leur propre langue. On a vu ça quand on a fait le recrutement des soldats en 1914. Et donc, un des points forts de l'idéologie française, c'était il faut une seule langue pour un peuple qui est si diversifié. Et donc, à coup de règle, on connaît ça, à coup d'humiliation, on appelait ça le symbole, le dernier qui parlait de la récré, il avait, et les autres se moquaient. On a presque réussi à éradiquer les langues régionales. Eh bien, pensez que c'est ce qui a été essayé aussi dans les colonies. Sauf que ça n'a pas marché. Prenez une carte, regardez les pays francophones, ils ont tous 1, 2, 3, 4, 5 langues vivantes qu'elles parlent. Par exemple, nous, aux Antilles, on a inventé le créole. Et vous allez au marché, vous descendez de l'aéroport, vous entendez les gens qui parlent créole. Et aussi, ils vont vous répondre en français si vous demandez quelque chose. On est bilingue. Vous voyez? Et c'est la généralité de tous les francophones. Il n'y a pas l'imposition, et Dieu sait si elle a été violente par l'école
par la coercition, n'a pas marché. Et même aujourd'hui en France, on a vu ça, même dans les combats syndicaux, dans les années 50-60, et tout ça, en Corse, en Bretagne, il y avait la revendication d'une identité qu'on a dit être aussi dans la langue. Et donc, les langues régionales, officiellement d'ailleurs, sont à l'école. Et c'est toujours une bataille voilà, qui montre. Eh bien, c'est par rapport à la question créole et français. Parce que souvent on dit, mais pourquoi vous ne parlez pas créole? C'est votre langue. Le français, c'est la langue des Français. Pas du tout. Ça a été une langue d'émancipation. Parce que le maître, il avait des pianos, des violons, des accordéons qui ont servi aux esclaves à fabriquer les musiques de l'émancipation. Toutes les grandes musiques d'Amérique, du nord jusqu'au sud, ont été menées par les Noirs esclaves. Toutes. Le jazz, le Brésil, les Antilles, la Caraïbe, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les musiques du monde. Pourquoi les musiques du monde? Parce que c'est le monde qui les a fabriquées. Oui. C'est le monde qui les a fabriquées. Les Antilles, par exemple, c'est 4 continents pour faire une île. Moi qui vous parle, c'est 4 continents. L'Europe, l'Afrique, l'Asie, on ne sait pas toujours, mais elle a une grande place dans les Antilles. L'Inde, il y a énormément de gens venus de l'Inde, après l'abolition de l'esclavage. 1, 2, 3 et 4, ben oui, c'est en Amérique. Le continent d'accueil. Nous sommes des hommes d'Amérique. Les Caraïbes, Amérique, Guadeloupe, Antilles. On additionne. Et donc, avec tout ça, quand on fabrique une musique, on n'a pas de problème. Jamais un esclave ne va dire ce violon, c'est du maître, je n'y touche pas. Il va dire, oh là là, mais il y a quelque chose à faire avec ça. D'autant plus que le maître va lui passer, et s'il est bon, il aura tous les droits pour s'entraîner et fabriquer les musiques d'Amérique. Toutes les musiques du nord au sud ont été travaillées, fabriquées. Et personne, j'insiste, ne dira quand Bob Marley joue de la guitare électrique et une batterie, il joue aliéné parce que c'est pas la musique, c'est pas les instruments populaires de la Jamaïque, c'est-à-dire les tambours. Vous voyez? Eh bien, c'est pareil pour la littérature, et je crois que ça vous explique la vitalité de la littérature en français chez nous. Le français n'est pas la langue de l'Hexagone. Alors, ça peut toujours étonner, si j'insiste encore juste là, parce que l'histoire même de la langue française en France l'explique. Le français, avant d'être la langue imposée à tous les Français de l'Hexagone, était une grande langue de culture internationale. Vous voyez, connaît l'histoire, la tsarine de Russie ou le roi d'Angleterre est la langue de communication culturelle, c'était le français. On connaît l'histoire des philosophes, les Diderot et les Voltaire, qui allaient transporter les idées de la révolution anglaise, mais en parlant en français à toutes les cours d'Europe où ils allaient. Chez nous aussi, parce que de la bibliothèque du maître, à côté du violon et du piano, il y avait des livres. Et le maître, les maîtres ont appris à lire à des gens, plutôt des femmes, parce que les hommes, c'est plus utile pour
travaux de force. Et donc, on a beaucoup éduqué des jeunes femmes pour le service du maître. Préceptrices, je répète, cuisinières, pour éduquer les enfants, pour leur apprendre la grammaire. Puisqu'il y avait l'esclavage, pour être esclave, pour tout. On a fait ce qui s'appelait, à la Nouvelle-Orléans, les esclaves de première classe. Il y avait une école de ça, pour apprendre l'excellence de la culture européenne. Ce sont elles qui l'ont eu. Donc elles savaient lire et écrire. Eh bien, ça a été les premiers écrivains. Phyllis Wheatley, au XVIIIe siècle, aux États-Unis. Parce qu'une fois qu'on a appris à écrire, eh bien, on va raconter la douleur des frères, l'espérance des frères, le combat des frères. Mais on va le faire dans quelle langue? On va le faire dans la langue de l'écriture, dans la langue des livres. Anglais, espagnol, français. 3 langues d'oppression importées qui sont devenues des langues de libération et d'expression de la liberté. Le français appartient à celui qui le parle et qui l'apprend. À partir du moment où il l'a eu. Voilà. Ça explique de manière très schématique, très simple, cette réalité d'une écriture. Mais je vais vous lire un poème en créole. Plutôt bilingue. Alors. Poème d'amour. Premier mot. Je vais dire en français d'abord et après en créole, comme ça vous comprendrez le créole. Amour, mot seul plus riche au singulier qu'au pluriel. Par amour, l'homme peut fleurir, la femme accueillir un fruit. En amour, même déserté, la graine préserve la soif. L'eau partagée ressource le fruit. Avec amour, même quand aimer n'a pas suffi, avoir aimé ne suffit pas. Voilà, premier mot. En version créole, pas traduction. L'amour plus grand qui les hommes. Et vers l'amour, non qu'a fléri, femme qu'a porté fruit. Et vers l'amour, même si tout seul, graine là qu'a gardé soif, de l'eau boire à dé qu'a l'inédifié. Et vers l'amour, même si l'amour n'a été assez, mais j'en ai ni assez l'homme. Je vais passer à votre relation avec un grand nom politique et un grand nom de la littérature également. Vous étiez l'un des amis et l'un des éditeurs d'Aimé Césaire, qui lui était de Martinique, une grande figure littéraire et politique, comme je le disais, et surtout le fondateur et représentant majeur du mouvement littéraire de la négritude pendant l'entre-deux-guerres. La négritude revendiquait bien sûr l'anticolonialisme. Elle était née de la volonté des auteurs noirs francophones de faire valoir l'identité et la culture noire. Pouvez-vous nous parler de la relation que vous avez eue avec Aimé Césaire, et après pourrez-vous nous dire si vous pensez que ces combats plus littéraires que politiques sont toujours d'actualité, presque 20 ans après son décès? La littérature n'a pas d'âge et ne meurt pas. Ce sont les écrivains qui meurent.
Donc, Victor Hugo, Diderot sont là pour qui les prend à la librairie et les lit. D'ailleurs, les enfants ne savent pas l'auteur de sa biographie, de quelle époque il est. Vous voyez, on lit une histoire. Et l'histoire, elle est là, elle est maintenant. Autrement dit, c'est hors d'âge. Et donc, je pense que c'est toujours, j'ai envie de dire, une mauvaise question que nous nous posons, la littérature, par rapport aux biographies des auteurs. Quand quelqu'un meurt, on dit, oula, est-ce que ça va rester? Et l'autre jour, c'était Marie Scombier. Alors, on a énormément parlé d'elle, parce qu'elle est morte. On dit, qu'est-ce qui va rester? Mais un livre, c'est là. Et il y a même des livres très très vieux, qui ont des siècles. C'est nous qui faisons vivre ou non. Et donc, Aimé Césaire est un des grands hommes du XXe siècle. Vraiment. Et qui a toujours refusé d'être enfermé dans ce qu'on appelle, dans beaucoup de biographies, la négritude. Vraiment, hein, il disait ça souvent. Il disait, c'est ma casserole. Négritude, c'est ma casserole. Parce qu'on dit, c'est bien, monsieur Césaire, vous défendez les Noirs, vous défendez les nègres, c'est normal, c'est bien. D'ailleurs, vous l'êtes. Non, non, c'est pas vrai. Et il s'est toujours battu. Il a inventé ce mot au quartier latin parce que les ligues fascistes qu'il y avait et qui défilaient à l'époque, et en 1934, quand ils étaient étudiants, ils disaient ça le nègre. Ils disaient le nègre, il t'emmerde. Il n'avait aucun complexe, aucun sentiment d'infériorité. C'est pas parce que ma peau est bronzée qu'on va en faire une maladie, ou un défaut, ou une revendication. Vous voyez, c'est important ça, parce que c'est lui qui nous a appris ça, avec d'autres. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, dans le cahier de retour au pays natal. Premier grand poème qu'il a écrit, qui est un des grands poèmes du siècle. Qui suis-je? 1934-35. Il est étudiant à Paris. Je suis un homme juif, un homme pogrom, un homme cafre, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas. Excusez-moi, qu'est-ce que ça veut dire, cafre? Cafre, Oui. C-A-F-R-E, Oui. c'est une ethnie d'Afrique. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire africain. Je suis un homme, je répète, je suis un homme juif, un homme pogrom, un homme cafre, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas. Voilà ce que ce jeune Martiniquais, noir, antillais, de 24 ans, dit pour conclure, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont pas une bouche. Ça fait beaucoup. Mais comme je vous ai dit que de toute façon, nous, on n'a qu'un continent dans le sang, c'est pas tellement étonnant. Aux Antilles, il y a des Blancs, il y a des Noirs, il y a des Hindous, il y a des Chinois. Et donc, il y a le monde. Il y a le monde. Et il y a les Amérindiens. Et donc, c'est important parce que c'est au moment même où il invente le mot négritude qu'il dit ça. Vous voyez? Et ça explique toute son œuvre et toute son importance. Qui n'est pas du tout lié aux Antilles seulement, mais qui parle
des Antilles, puisque les Antilles, c'est tout petit. 900, pardon, 900 km², la Martinique. 900. La Guadeloupe, 1600. Donc c'est pas grand. Mehdi Césaire, c'est le plus petit canton de l'univers, mais où l'univers entier est venu. Vous voyez, 4 continents pour faire une identité. Concrètement, si je vais à Dakar, à Paris, à New York, à Pondichéry, je vais chez les cousins. C'est un peu original, c'est un peu... Mais ce n'est pas un cas particulier, c'est le fait comme ça. Vous voyez. Et donc, la conscience de lutte et de combat ne peut pas être pour une seule couleur. Et ça s'explique par autre chose dont il est l'héritier. C'est pour ça que je dis tout le temps, quand on a fait la cérémonie pour sa mort et tout ça, il était chargé de dialoguer avec lui une dernière fois dans son cercueil. J'ai dit, tu n'es pas le père des Antilles, tu es le fils des Antilles. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire se battre pour abolir l'esclavage? Quand on réfléchit. Ce n'est pas l'esclavage pour les Noirs esclaves seulement. C'est pour un principe. Si le maître lui dit, pourquoi tu veux te battre contre moi, maître, c'est pas parce que tu es blanc, c'est parce que tu es maître. Vous voyez? Et moi, si je veux être libre, c'est pas parce que je suis noir, c'est parce que je suis homme. C'est très important. La lutte pour l'abolition de l'esclavage, c'était une des premières luttes pour ce qu'on a appelé ensuite les droits de l'homme. C'est-à-dire, pas en temps, c'est pas pour retrouver un endroit qui a été envahi par un ennemi, pour se libérer. C'est pas une lutte religieuse, guerre de religion. Non. C'est pas une lutte ethnique. L'un contre l'autre. Qu'est-ce qu'il reste? Si on dit à quelqu'un, pourquoi tu ne veux pas être esclave? C'est uniquement parce que égalité et liberté. C'est pour ça que quelqu'un comme Aimé Césaire, jeune, dit moi, ça m'intéresse, mais je suis comptable du sort des Noirs américains qui ont la ségrégation raciale. Il n'a jamais mis les pieds. Et il a écrit ça, il n'avait été que de Fort-de-France à Paris, c'est tout. Pourquoi il parle de Pondichéry, hindou de Calcutta? C'est quoi ça? C'est les parias, ceux qu'on sait être à part, les parias des ailes. Et c'est très caribéen. Un autre grand écrivain, au même moment, il ne se connaissait pas, Jacques Roumain, a écrit un poème extraordinaire qui dit la même chose, bois des peines. Vous l'avez sans doute à la médiathèque, c'est des grands écrivains d'Haïti. Il dit, péon noir d'Alabama, ouvrier de Détroit. Détroit. Vous voyez, la capitale des voitures aux États-Unis. Dans un poème, il écrit tout ça. Tous les gens dont il est solidaire. Lui, un jeune haïtien, qu'est-ce qu'il a à faire avec ça? Vous voyez? En même temps. Et alors que le grand danger
c'est Hitler, déjà bien installé en Allemagne. Au moment où Césaire, il dit je suis juif, je suis pauvre. Et un de ses élèves, plus tard, très important, Franz Fanon, qui lui aussi est dans la médiathèque et dans l'église, c'est son centenaire cette année, encore un grand antillais et martiniquais. Il a écrit dans Peau noire, basque blanc, sur les problèmes d'aliénation et tout ça. Il a écrit, toi, noir, si tu entends sale juif, retourne-toi, c'est de toi qu'on parle. C'est écrit par ce jeune psychiatre martiniquais, vous voyez, après la guerre. Et avant la guerre, Césaire avait été prof de ce jeune homme, avait déjà dit ça. Ça n'est pas quelque chose de, comment on peut dire, c'est pas gentil, c'est pas quelque chose qu'on doit admirer en disant oh, ils sont gentils, ces gens-là, ils aiment tout le monde. Non. C'est une conscience profonde de la souffrance et une certitude que la douleur et l'oppression dans le monde ne pourra pas être éradiquée chacun chez soi. C'est ça. Et évidemment, les gens qui étaient en esclavage en Amérique le savent. Il y avait toutes les ethnies d'Afrique. Il faut se rendre compte. Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, des gens qui ne s'étaient jamais vus chez eux en Afrique. Par exemple, un Congolais et un Béninois nigérian. Ils se rencontrent sur le bateau, ou bien quand on les achète et qu'on prend un chac pour qu'ils ne se parlent pas. Et c'est comme ça, ils sont tous africains. On a inventé ça. Parce que le maître achetait des gens qui ne se parlent pas pour pouvoir mieux les dominer. Il ne va pas acheter 3 Béninois d'un coup, ceux-là ils vont se parler. Non, non. Donc, je prends un Wolof, un Sérère, un Béninois, un Yoruba, un Ibo, ils ne s'étaient jamais vus, on dit, ben, ils seront muets. Ils n'auront pas de langue commune. Oui, toujours ça. Alors on s'est empressé d'inventer le créole. Une langue que tous ces Africains ont appris vite, le maître aussi, et on puisse parler. Sinon, le but c'était, aucun d'entre vous ne doit être acheté avec quelqu'un qui a la même langue que vous, parce que vous serez complices, et puis vous pourrez vous parler. Voyez. Pareil pour les religions, pareil pour les musiques, interdites et tout. Et donc, la conscience universaliste, elle est ancrée dans l'identité. Elle n'est pas ancrée par une théorie dans le cerveau. On est dans la chair. Parce que parmi les esclaves, vous aviez une trentaine d'ethnies différentes. Alors je vais me battre pour qui? Ah ben on va se battre entre des Béninois pour laisser tomber les Congos qu'on n'avait jamais vus. On a fabriqué une solidarité au-delà des religions, au-delà des ethnies, au-delà de l'origine géographique. On a appelé ça origine africaine, mais c'est inventé. C'était jamais vu. À l'époque, quelqu'un du Bénin ne savait pas où était le Congo. Il y avait que les commerces. Et donc, c'était déjà solidaire, comme des prisonniers ou comme des résistants. Voilà le mot. Des résistants. Vous connaissez bien la résistance. Aucun résistant ne va demander
à quelqu'un qui vient dans le groupe, d'où tu viens? Dis-nous qui tu es. On vérifie que c'est un espion. Mais même si c'est un Allemand, puisqu'il y en a eu en France, des Allemands anti-nazis, et qui étaient dans la résistance, eh bien, il n'y a pas de problème. Bon, comment, mais tu es allemand? Eh non, mais moi je ne suis pas allemand. Je suis anti-nazi et je suis pour la liberté et je suis en France. Donc je vais dans le Vercors où il y avait des groupes. Qui ça peut étonner? Ceux qui pensent qu'on est enfermé dans la liberté pour seulement ceux qui pensent ça. Mais tout le monde sait, c'est même le sujet de mon prochain roman. Tout le monde sait que les groupes de résistants n'étaient pas du tout fermés en se disant on va prendre que ça, que si, que des Bretons, si c'est un groupe en Bretagne, parce que si quelqu'un passait par là, vous voyez, c'est normal, c'est normal. Mais c'est la même chose pour les Noirs lorsqu'il y a eu la lutte contre l'esclavage, parce qu'ils n'étaient pas noirs. Ils étaient des gens qui avaient Prenons l'exemple, la religion. Dieu sait c'est quelque chose de fort avec lequel on peut émigrer, qu'on ne peut pas vous éradiquer comme ça. On peut vous empêcher de parler votre langue, on ne peut pas vous empêcher de penser à votre Dieu, même si vous n'avez pas les moyens de faire les rituels. Et bien, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris toutes les religions qu'ils avaient sur place et ils ont fabriqué une autre. Le vaudou en Haïti, la santeria à Cuba et le candomblé au Brésil. Ce qu'on appelle des religions syncrétiques, avec des rituels. Yoruba, d'Afrique de l'Ouest, du Bénin, pardon, et du Congo. Le Congo qui a des kilomètres, des milliers de kilomètres et qui n'avait jamais vu en Afrique. Jusqu'à aujourd'hui, les religions Yoruba sont la religion Yoruba en Afrique. Et les religions Congo sont les religions Congo en Afrique. Il y a un endroit où ils se sont rencontrés. Parce qu'on a mis ensemble les gens, ils ont dit, pour se libérer avec l'aide des dieux, on va additionner nos dieux. Et vous savez jusqu'où ça a été? Le Dieu du maître aussi. Quoi? Comment ça, le Dieu du maître aussi? Le Dieu du maître, c'est avec le maître? Non. Non. On va prendre l'église où on baptise les esclaves en disant ils vont être soumis. Comme on l'a fait aux États-Unis. On les a autorisés à aller dans les temples, à faire les gospels, les chants. C'est bon ça. Ils vont croire qu'il y a une vie meilleure après et c'est bon. Mais c'était dangereux parce que c'est là que ça a forgé l'unité et la puissance. Vous savez tous, quand on entend un gospel au niveau spirituel, ça ne donne pas de la faiblesse, mais de la force. Eh bien, dans l'église, on a pris la Vierge Marie. Et là, il y a Saint-Georges et le dragon. Il y a là Saint-Michel Archange. Eh bien, je vais prier mes dieux d'Afrique, du Bénin, dans la représentation qu'ils ont dans l'église du Maître. La déesse mère, ben c'est Marie. Il y a le dieu qui a la fourche et ça c'est Ogun. Vous voyez, Saint-Georges et le dragon, ben c'est Ogun. Et on les a nommés. Et je prends l'exemple parce que dans 3 oppressions différentes, 3 colonisations différentes, Brésil avec le portugais
ça a été le candomblé. Haïti, avec la colonisation française, ça a été le vaudou. Et Cuba, avec la colonisation espagnole, ça a été la santeria. Vous voyez? 3 grandes colonisations qui n'ont pas réussi à empêcher la présence des dieux d'Afrique réunis jusqu'à aujourd'hui, candomblé, santeria et vaudou. Pourquoi faire? Pour s'émanciper, pour espérer, pour demander aux dieux l'aider. Et Jésus-Christ, oui, dans les chants populaires de Guadeloupe et Martinique, à Noël, quelques mesdames savent ça, connaissent, il y a les cantiques et les carnets de cantiques qu'on chante au moment des Avents. On se réunit et on chante des chansons dans des petits carnets verts qu'on ressort chaque année. Et par exemple, Jésus-Christ n'est jodi pour soulager nos peines. Jésus-Christ est né aujourd'hui pour soulager nos peines. Jésus-Christ devient un allié des gens en lutte pour leur émancipation. Mais quand on réfléchit, c'est normal. C'est normal. Jésus-Christ ne peut pas être un allié du colon oppresseur. Vous voyez? Et ça, quelque part, eh bien, ceux qui sont dans un combat de libération, ils savent qu'il faut prendre tout ce qui peut aider à ce combat. Et ça étonne Jésus-Christ. Et comment ça, c'est pas de l'aliénation, Jésus-Christ, c'est la religion. Ah non, eux, les prêtres, oui. Mais la statue de la Vierge, j'ai mis dedans quelqu'un d'autre. Et le prêtre ne le sait pas. Vous voyez? Il est tout content de me voir prier dans son église. De même les États-Unis, ils empêchaient qu'on danse. La danse n'était pas utilisée. Donc, il y avait les chorales. Eh bien, allez-y, vous avez vu, ils chantent, ils sont ensemble. Vous connaissez l'image de chorale en Amérique, hein? C'est de la ferveur et de la force. Et là, me disait, c'est bien, ils ont oublié qu'ils sont esclaves. Mais non, c'est pour lutter. Et on voit la puissance de ça dans les luttes contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Martin Luther King, les pasteurs, ça a été un des lieux du combat pour l'émancipation. Et c'est pas eux qui ont inventé ces religions-là. Mais Césaire, c'est ça. C'est un enfant de cette histoire-là. On s'est connus tôt parce que quand j'étais étudiant après mon bac, étudiant à la Sorbonne, pour étudier un peu toutes les cultures du monde, en bon petit antillais, j'étais, après la Sorbonne, à Présence africaine, qui est une librairie. Encore bravo les libraires et les librairies. 25 bis rue des Écoles, elle est toujours là, avec la même vitrine. C'est vrai. Elle est toujours là, et on y va toujours. Présence africaine, une librairie. Et donc, nous, on est étudiants, on est libre. On n'est pas à l'école, en terminale, c'est fini. On choisit, on s'entend la Sorbonne, on descend, et on se retrouve dans la Sorbonne du tiers-monde. Qui y avait là? Tous ces écrivains intellectuels passaient. Il n'y avait pas un centre culturel. Jusqu'à aujourd'hui, à Paris, il n'y a pas un centre culturel africain. Il n'y a pas un centre culturel antillais. Vous voyez? Il y a présence africaine. Et qui date de l'après-guerre.
Mais quelle est la particularité d'une librairie? C'est pas comme une bibliothèque. Une bibliothèque, on vient chercher des livres, ou lire, travailler en silence. Sauf que maintenant, il y a des lieux de dialogue, des débats devant. Mais une librairie, on rentre, il n'y a pas de chaise, on est debout, il y a des livres, et on passe, mais on n'a pas un rendez-vous. Donc, les écrivains, M. Césaire, sortait de l'Assemblée, il prenait son bus et il passait chercher des livres qu'il avait demandés. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas de commande. Il faut venir. Vous voyez, click and collect, ils y faisaient. Mais vous voyez, ça veut dire du contact. Alors les petits jeunes étudiants qui viennent, qui voient, ah mais ça c'est M. Césaire, ou c'est M. Damas. Ah, M. Senghor est passé. On parle, on peut dire, bonjour monsieur, je travaille sur vos poèmes en les tremblant, mais on est avec des gens qui sont debout, présents, dans un lieu convivial et où on peut parler, croiser les gens. Vous voyez? Il n'y a pas de rendez-vous. Et c'était très important, parce que des générations ont été formées comme ça. Et par exemple, M. Césaire, M. Damas, vous avez 20 j'ai un exposé à faire sur le cahier de retour au pays natal. Ah oui, mais vous faites des études? Oui, oui. Ah bon? Vous écrivez? Oui, j'ai fait quelques poèmes. Montrez! Je vous assure, c'est comme ça. C'est eux qui vous demandaient qu'est-ce que vous faites, vous. Et il y avait une formule à présent qui est restée pendant des décennies. C'était, bon, vous, faites votre part. On n'est pas des grands hommes que vous venez admirer et célébrer. Donc vous pouvez faire votre maîtrise sur la poésie d'Aimé Césaire. Mais ce qui compte, c'est ce que vous allez faire comme création. Et moi, je viens de là. Parce que je suis entré tout de suite, pris mon bac, je ne suis pas sorti en fait. Et il y a eu un contact chaleureux avec Aimé Césaire. Et depuis, on est resté proche. Et ensuite, je me suis occupé de ses publications pendant les 40 dernières années de sa vie. Mais à égalité, pas comme un disciple. C'est comme ça. Et je faisais, moi, mes propres livres et poèmes de mon côté. Jusqu'à sa mort. Merci beaucoup, Monsieur Maximin, d'avoir partagé vos souvenirs, votre expérience et tout votre savoir. C'était vraiment un plaisir de vous écouter, nous conter vos souvenirs et toute votre vie qui est fascinante. Je suis consciente de l'horaire sur lequel je m'étais engagée, donc je vous invite, chers usagers, à vous diriger vers Océane si vous le souhaitez pour acquérir Tu sais l'enfance de Monsieur Daniel Maximin. Et si vous le souhaitez, échanger un petit mot en privé directement avec Monsieur Maximin. Je vous remercie à tous d'être venus. Merci beaucoup à vous surtout. Merci Daniel. Si j'aurais une minute pour lire un poème. Si j'aurais une minute pour lire un poème. Alors on va finir avec un dernier poème. Vous vouliez lire un poème d'Aimé Césaire? Ou de vous, comme vous voulez. Voilà, on finit sur un dernier poème. Et ensuite... C'était le plus important. Mais oui. Merci à tous. Ça vous va? Oui. Oui. À propos des questions de couleur. Alors,
J'ai porté, pour vous, en fait, de fréquenter la bibliothèque, des poèmes, puisque j'avais dit à Marine que j'allais en lire quelques-uns. Alors je les ai rassemblés et j'ai fait un petit recueil avec des poèmes inédits que je vous laisse. Voilà, c'est un petit. Vous pourrez les retrouver à la bibliothèque. Merci beaucoup pour cette douce attention. Voilà. Un essai sur question aux couleurs par rapport. On va lui demander qu'est-ce que vous pensez des problèmes de noir, des problèmes de couleur. Alors j'ai dit on va demander aux couleurs ce qu'elles vont dire ça. Question aux couleurs. La peau est un masque, mais le seul masque qu'on ne peut jamais enlever. Sa couleur vie expose la chair à son humanité, seule sa mort pourra la démasquer. Les couleurs circulent en palette intérieure vibrante autour du cœur. La peau camoufle leur métissage sous sa couleur unique, livrant la transparence de son enclos. Quelle est la couleur des questions de couleur? Couleur de peau, singulier sec, des interrogatoires. 4 à 5 couleurs, chichement répertoriées pour mieux les séparer, déshabillés sous l'uniforme. Entre parenthèses, couleur primaire, toujours incolore de cette question. Les couleurs de peau, multiples, infinies, indéfinies, pour les yeux bien ouverts. Couleur sable blanc, couleur lune, nuage, soleil, couleur liane, roseau et corpus, couleur sable noir. Entre parenthèses, couleur toujours nature de cette question. La terre a partout, la couleur en surface des peaux des humains. Les couleurs de chaque peau, un nuancier, à reconnaître au toucher, les yeux fermés, à l'ombre des pleins et déliés, au fil des sources et des sentiers, un dégradé autour du rose universel, des lèvres, des langues, des issues de nectar. La couleur de 2 peaux nues. La teinte unique de fondu enchaîné, du charnel partagé. Couleur de poing dressé, de mains fertiles et de pieds nus. Un tramé de teintes déboutonnées, sans souci d'assorti. Entre parenthèses, question toujours alcalisée de pénombre et lumière. Qui peut vouloir sauver la peau de sa couleur? La rage de l'incolore décape la chair humaine. La haine esclave du même gratte la peau pour abolir le proche. La peur bleue, blanche, noire, des tissages du toit et noir. Une giclée d'impuissance blême sur les flambées du nous. Question rouge, réponse sans. Qui demande aux cieux, aux eaux et à l'air libre de décliner leur couleur de peau? Les parures de l'invisible protègent le masque bleu, la peau du ciel et la peau de la mer. Quant au vert, jamais domestiqué, c'est la peau d'oasis. La couleur sur la peau, c'est un toucher de solaire veilleur de lumière. Merci à vous.